De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous ont rejoint sur ce plateau Alpha Baldé, vous êtes directeur de la rédaction de 100% Foot, bienvenue. Merci, bienvenue, bonsoir. Et nous a rejoint également notre consultant sportif Saïd Afizi, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Alfred Chango. Tout de suite le dossier du jour. Le football togolais est en crise depuis maintenant 9 ans, de l'affaire des primes du mondial en 2006 en passant par la fausse équipe en 2010 à la mise en place d'un comité de normalisation en 2014. Les difficultés ont été nombreuses. Aujourd'hui, les acteurs du football togolais tentent de trouver un consensus, mais la route semble encore longue. Et Fakofi. Le football togolais traverse une période difficile depuis 2006. La dernière participation des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2012, où ils ont été éliminés au quart de finale. Depuis, et bien avant cette compétition d'ailleurs, les problèmes se sont succédés. Éclatement de la fédération, arrestation de son président, mise sous tutelle de la FTF par la FIFA et bien d'autres encore. Mais évoquer les problèmes du football togolais aujourd'hui revient également à relever les contre-performances de l'équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La sélection nationale a été éliminée par son voisin, le Ghana. Qu'est-ce qui a conduit à la situation actuelle du football togolais? Quelle est la part de responsabilité des acteurs? Quelles sont les conséquences sur le football à la base? C'est un fait. L'absence de confiance entre les principaux acteurs du football togolais est réelle. Incompréhension, querelle de personnes, désir de satisfaction personnelle, mauvaise gouvernance ont miné l'instance dirigeante du football togolais pendant de nombreuses années. C'est la mutation vers le football business qu'a connue la fédération, qui a mené toutes ces querelles entre des amis qui aujourd'hui sont devenus des ennemis juste à cause du poste, du pouvoir du président de la fédération, afin de pouvoir s'asseoir sur cette manne-là, cette manne qui a surtout été générée lors de la participation du Togo à la Coupe du Monde 2006. Et cette compétition a rapporté en termes de milliards à la fédération. Et depuis ce moment, les gens se battent, des amis sont devenus des ennemis, ils se battent pour le perchoir. Et depuis, on n'a plus eu un président qui est arrivé au poste et qui a pu faire un mandat sans péripéties. Les conséquences de cette situation ne se sont pas fait attendre. Le championnat national, les compétitions scolaires, féminines et associatives ont été stoppées. Et c'est un sentiment de désolation au sein des acteurs directs du football togolais. Depuis quelques années, à cause des problèmes de notre fédération, à la tête de la fédération, je pense que le football togolais ne marche plus. Ce n'est pas ce que ça devait être. Imaginez, depuis 2013, la Ligue aussi n'a plus organisé de championnat. On est resté sur place. Et prenons un joueur qui a 16 ans. Ce joueur, il est censé jouer en U17. Et ce joueur, cette année, il ne joue pas. L'année prochaine, il va avoir 17 ans. Déjà, lui, il a perdu la chance de jouer. Donc, nos dirigeants, ils ne pensent pas à ça. Les problèmes au sein de la famille du football togolais ont eu des répercussions sur les prestations de l'équipe nationale à l'international. Dernier échec en date, le match contre le Ghana comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les éperviers étaient tenus en échec en novembre 2014 sur un score de 3-1 face aux Black Stars. Les conséquences immédiates, c'est d'abord la baisse du niveau du football togolais, au niveau des clubs, au niveau de l'équipe nationale. Il n'y a plus une constance dans les résultats. Les clans qu'il y a au niveau de la fédération rejaillissent aussi au niveau des joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui. Et ça fait que le résultat ne suit pas. Au sein des joueurs, il y a une déchirure et le staff est toujours contesté. Et donc aujourd'hui, ça fait que l'équipe nationale du Togo n'est plus soudée comme avant, ce qu'on a connu lors de la campagne 2005-2006 où le Togo a vraiment survolé un peu son groupe de qualification. Le Togo était à la Coupe du Monde, elle a été d'une bonne prestation aussi. Face à ce recul du football togolais et aux querelles récurrentes entre ses acteurs, la Fédération internationale de football association a décidé d'intervenir. La FIFA met en place un comité de normalisation le 19 décembre 2014. Aux commandes, l'ancien ministre des Sports Antoine Folly. Avec son équipe, il est chargé de revoir les textes qui régissent la Fédération togolaise de football, de régler les différends et de conduire les affaires courantes.
Pour ce faire, la collaboration de tous les acteurs du ballon rond est plus que nécessaire. Et ce n'est malheureusement pas ce à quoi on assiste depuis l'installation de ce comité il y a 5 mois. L'équipe d'Antoine Folly ne fait toujours pas l'unanimité. Il y a toujours des remous au niveau des acteurs qui rechignent à accepter cette décision de la FIFA. Mais le comité est en train de faire en sorte que tous les acteurs puissent accepter cette décision et travailler en collaboration avec tous les acteurs pour que d'ici novembre, fin novembre, qu'on puisse organiser les élections. D'ici quelques semaines, pour que les activités reprennent en dehors de l'équipe nationale qui vient de jouer à Limousin, comme vous l'avez dit. Mais le grand chantier du comité de nomination, c'est d'abord de redémarrer la compétition et après de s'attaquer à la révision des tests et à l'organisation des élections. En janvier 2015, le gouvernement togolais a finalement réagi. Le Premier ministre Artem Ahomezounou a initié des rencontres séparées avec une délégation des présidents de clubs contestataires et le comité de normalisation de la fédération. L'objectif est de faire baisser la tension au sein de la famille du football. Mais l'initiative n'a pas porté ses fruits puisqu'à ce jour, le comité de normalisation peine à démarrer véritablement ses activités en raison de ces divergences. On sait qu'il y a la non-ingérence dans les affaires du football du gouvernement. Mais à un moment donné, le gouvernement il intervient toujours parce qu'il y a le ministère qui travaille avec la fédération. Et si le Premier ministre ou bien le président de la République, il n'y a que eux qui peuvent décider quelque chose. Pour certains analystes, il faut surtout rassembler les vraies personnes devant les vrais problèmes à une table de discussion. Ceci devrait permettre de régler une fois pour toutes la crise au sein de la famille du sport roi au Togo. Le jour où peut-être on arrivera à mettre tous ces acteurs-là, il y a des gens même qui se définissent comme des crisologues, ils s'appellent comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont acteurs de la crise au Togo. Le jour où on arrivera peut-être à mettre toutes ces personnes-là autour d'une même table, à pouvoir discuter, à trouver les points d'ombre, à trouver les points de discorde, peut-être que ce jour-là, le football togolais pourra retrouver, on va dire, un certain lustre d'antan, avant même peut-être le mondial de 2006. La passation de charge entre l'ancien président de la Fédération togolaise de football, Gabriel Ameyi, et le président du comité de normalisation, Antoine Folly, a été effectuée le 23 décembre 2014. Depuis son installation officielle, le comité de normalisation tente d'amener aussi bien les présidents de ligues et de clubs que les arbitres à une collaboration harmonieuse. Mission difficile. Ce comité tente aujourd'hui de relancer le championnat afin d'intéresser les plus jeunes qui sont les plus grandes victimes de cette situation. Alpha Baldé, comment expliquez-vous que le football togolais se retrouve aujourd'hui dans une telle situation ? Dans ce reportage, on a pratiquement retrouvé un petit peu tous les éléments, c'est-à-dire une malgouvernance, une mauvaise gestion depuis 2006 avec ces histoires de primes qui mine un petit peu toutes les sélections africaines et un problème qui est quand même un petit peu très corsé du côté du Togo. J'avais assisté un petit peu à cela dans ma petite et jeune carrière journalistique. C'était en Guinée lors des élections à la tête de la fédération. À croire que ce soit politique ou footballistique, les présidents ne veulent pas céder le poste. Donc on a failli assister également à l'installation d'un comité de normalisation, mais en face il y avait un clan qui était très motivé, à savoir le clan de l'actuel président de la Fédé guinéenne. Donc bref, tout ça pour dire que le Togo ils ont poussé très loin le bouchon, et là on risque vraiment d'être dans quelque chose de très compliqué parce que il y a une rencontre depuis début janvier entre le G36 ou le G38, c'est-à-dire les présidents des différents clubs de première division et deuxième division et la ligue, avec le président du comité de normalisation pour la reprise du championnat, pour qu'il y ait certains tournois qui soient mis en place. Mais on assiste à un non-retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus entre eux, avec le président également du comité olympique qui était venu avec le président de ce comité de normalisation à une querelle à l'aéroport. Donc il y a une vraie zizanie au sein de ce football togolais. Maintenant, est-ce qu'il faut lier cela également aux résultats sportifs de l'équipe nationale des éperviers du Togo? Moi, je pense pas forcément, parce que moi je pense qu'en Afrique on se trompe un petit peu. On n'est pas forcément sur le continent européen où on peut calquer la réussite des clubs avec la réussite de l'équipe nationale. C'est-à-dire vous avez l'Italie qui réussit, il y a forcément la Juve qui est dans une bonne période, on l'a vu en 2006.
vous avez l'Espagne qui réussit, vous avez le Barça et le Real, alors qu'en Afrique, c'est pas une réalité. Si vous avez le Ghana qui réussit, vous avez pratiquement pas 5 joueurs du Ghana dans l'équipe des Black Stars, ils sont tous expatriés. Donc est-ce qu'une crise interne au football togolais peut expliquer l'échec des éperviers du Togo? Pour moi, c'est deux sujets qui sont pas totalement, mais qui sont quand même un petit peu différents dans le fond. Saïd, vous partagez cette analyse sur les difficultés du football togolais? Moi, je dirais que les difficultés du football togolais, elles sont de sources multiples. Vraiment, on peut cibler les supporters qui ont envahi le terrain à un moment donné, qui ont blessé des Maliens et qui ont vu ce stade-là suspendu, le stade de Lomé, qui a obligé une belle génération de footballeurs togolais à aller jouer à Accra, au Ghana. On peut dire que c'est également la faute de la CAF qui, pour moi, a pris la plus grave décision de toute son histoire, selon moi, toujours, suite à, on se rappelle, au meurtre, à l'attentat qu'il y a eu à la frontière de l'Angola contre cette équipe du Togo, où il y avait eu 2 morts, on le rappelle à nos téléspectateurs. La CAF, qu'est-ce qu'elle a pris comme décision suite à cet attentat qui a ciblé l'équipe du Togo? L'équipe du Togo qui, par la suite, s'est retirée de la compétition, fort logiquement. Qu'est-ce qu'elle a pris comme décision? Oui, bien sûr, c'est le gouvernement qui est intervenu, bien sûr. Oui. Mais suite à ça, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a suspendu le Togo de 2 compétitions, de 2 CAN, et elle a mis $50 000 d'amende. On prend le schéma maintenant, on le transverse en Europe. Est-ce que si demain le bus de l'équipe de France se fait attaquer et que l'équipe de France refuse de jouer l'Euro, est-ce qu'on va suspendre l'équipe de France de 2 euros? Non. Donc il y a la CAF, il y a les supporters, il y a les joueurs. Je peux terminer. Oui, elle est revenue sur sa décision suite à la pression de Sepp Blatter notamment, qui a forcé un peu la CAF à faire marche arrière. Il y a également la fédération togolaise qui, pour moi, est une des moins bonnes fédérations de notre continent. Certes, on est tous lotis un peu sur le continent africain à la même échelle, mais maintenant cette fédération togolaise, elle est minée par des problèmes de corruption. On a vu que le président de la fédération togolaise a été arrêté. Il y a plein de facteurs qui font que cette équipe du Togo n'avance pas, malgré des joueurs, une génération dorée comme Dosevi, Agassa, Adebayor, et on en passe. Donc il y a aussi cette fédération togolaise qui, rappelons-le, c'est Stéphane Keshi, l'entraîneur nigérien, qui avait qualifié cette équipe du Togo à la Coupe du Monde. Donc certes, il a fait par la suite, il y a eu un petit mauvais parcours en Coupe d'Afrique, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a limogé Stéphane Keshi qui avait qualifié le Togo pour la première Coupe du Monde. On l'a limogé et on a mis un Allemand à la place. Donc pour moi, il y a encore ce complexe africain vis-à-vis de l'occidental. Donc on a enlevé l'africain, on a mis l'occidental pour emmener cette compétition. Au résultat, ils sont arrivés en Coupe du Monde et ils ont perdu tous les matchs. Donc il y a une mauvaise gestion globale de ce foot togolais et il n'y a pas qu'un seul facteur qui fait que ce football togolais est au plus bas de l'échelle. Alpha Baldé, vous vouliez intervenir? Non, peut-être rebondir là-dessus. Je suis un petit peu d'accord. J'avais fait une pareille analyse, c'est-à-dire le fait d'avoir libéré, d'avoir essayé de se séparer avec Stéphane Keshi. Bon, après, le choix, il est un petit peu, c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que tu laisses un entraîneur avec qui la CAN s'était pas très bien passée. Il n'avait pas pu qualifier le Togo pour le tour prochain, même si le groupe était un petit peu corsé avec le Cameroun, je pense, quand Côte d'Ivoire est RDC. C'est la première compétition, première Coupe du Monde du Togo. C'est lui qui a réussi à le faire. Du Togo. Maintenant, avec un excellent Adebayor, c'est-à-dire que les joueurs, il y avait un consensus autour de lui. Est-ce qu'il fallait partir avec quelqu'un qui n'a pas réussi à s'imposer dans une CAN pour une grande joute continentale, ou est-ce qu'il fallait oser le choix du nouveau? On sait tous que nos joueurs africains, lorsqu'ils ont un entraîneur blanc, là aussi c'est la vérité. C'est pas seulement les fédérations qu'il faut pointer du doigt, c'est surtout nos joueurs africains également. On ne va pas trop dévier du sujet, mais il faut le placer. Nos joueurs africains, ils adorent lorsqu'il y a un entraîneur européen ou un entraîneur expatrié. Ils se disent que lui, il est capable plus que l'entraîneur africain qui est là. C'est ce complexe-là qu'il faut arrêter. C'est pas seulement au niveau de la fédération, c'est malheureusement dans la psychologie de nos joueurs, parce que Hassan Chiata, le sélectionneur égyptien, Badouzaki au Maroc, Stéphane Keshi, l'entraîneur actuel de la RDC qui fait un travail magnifique. Il y en a plein des techniciens locaux à qui on laisse pas le temps, à qui on donne pas les moyens de réaliser des choses très intéressantes qui sont en mesure de pratiquer. On préfère prendre par la suite des seconds couteaux occidentaux qui n'apportent strictement rien à notre football continental. Qui n'ont malheureusement rien prouvé en Europe, où tout peut prouver. Voilà. Et malheureusement, il faut changer la psychologie africaine. Pour revenir à la situation du Togo, ça fait maintenant 9 ans qu'il y a cette crise, depuis 2006. Ça veut dire que les solutions qui ont été apportées, elles sont inefficaces? 9 ans qu'il y a cette crise, moi je préfère nuancer quand même, parce qu'en 2013, il y a 2 ans, ils partent quand même en quart de finale. C'était la première fois qu'ils sortent des phases de poule d'une Coupe d'Afrique des Nations. On avait une très bonne équipe dans une poule qui était également très compliquée. Le Togo, très malheureusement,
ça fait partie de ce genre d'équipe qui, dans une Coupe d'Afrique des Nations, se retrouve toujours dans ce qu'on peut appeler le groupe de la mort. C'est soit avec le Cameroun, Côte d'Ivoire, RDC, c'est soit Cameroun, Ghana. Enfin, c'est toujours une poule très compliquée. Même en 2013, lorsqu'il a réussi à s'extirper de cette poule, tu avais l'Algérie, tu avais la Tunisie, tu avais la Côte d'Ivoire. Et les mecs, ils perdent leur premier match. Ils ont failli, il a fallu partir au trip, arracher cette victoire face à l'Algérie qui a été très étriquée, arracher le nul face à la Tunisie, même si un pénalty est raté dans les derniers moments par la Tunisie. Donc pour moi, la crise, on ne peut pas dire qu'il y a 9 ans, qu'elle perdure pendant 9 ans, mais après la mauvaise gestion, elle perdure depuis que la fédération togolaise peut être créée. Comme toutes les fédérations en Afrique, il n'y a jamais eu de conscientisation footballistique dans nos fédérations, ça il faut se le dire. Il n'y a jamais eu des personnes qui ont été placées dans les fédérations pour aider le football africain. Il y a toujours plus eu des personnes qui ont profité des cannes pour se mettre de l'argent dans la poche, pour surtaxer les hôtels, pour surfacturer tout ce qui est sorti. Ça malheureusement, on n'arrête pas de le chanter sur tous les plateaux, dans toutes les antennes, partout on passe, mais très malheureusement, il y a un problème de tout simplement de loyauté vis-à-vis du continent, de loyauté vis-à-vis de ce sport. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le football togolais, avec toutes les individualités qu'ils ont, la question que je me pose, c'est... Rapidement. En 2006, ils n'avaient pas aussi de talent en individualité. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à réussir? Alfred, on va terminer avec vous. Votre réaction? Alors moi, je dirais, ce problème-là nous interroge, nous interpelle sur au moins 2 points. 1, la question de l'éthique sportive. 2, la question de la gouvernance. Alors, sur la question de l'éthique, effectivement, on voit que à la fois au niveau de la fédération, des ligues, mais des ministères et au niveau des clubs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, Baldé parlait de loyauté. Il y a une forme de déloyauté vis-à-vis justement du monde sportif au Togo. La question de la gouvernance. Je dirais, si on comparait tout simplement, par exemple, la fédération brésilienne, aujourd'hui, qui a été tenue par des personnalités contestables, aujourd'hui encore, mais qui agissent de la même façon, mais on voit effectivement que c'est une fédération qui, malgré les combinaisons, les combines qu'il y a, qui marche. Alors, on a pensé qu'avec la dernière Coupe du Monde, c'était l'échec justement de cette gestion-là. Mais on s'aperçoit que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets au Brésil et en Afrique. Et donc, effectivement, il faut voir la question de la tutelle de cette fédération, la question de la confédération, relation avec la confédération africaine, et puis la question de la FIFA. Bien sûr, la FIFA intervient toujours pour essayer de mettre de l'ordre, mais c'est d'abord une question d'hommes. Si les hommes qu'on choisit, qu'on met à la tête de ces structures sportives ne sont pas loyaux, ils ne sont pas honnêtes, on continuera à vivre ce genre de drame. Merci messieurs. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés. En début d'émission, le Conseil national de transition du Burkina Faso a adopté le nouveau code électoral, un texte qui interdit aux partisans de l'ancien président Blaise Compaoré de se présenter au scrutin prévu en octobre prochain. Et le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est en Afrique du Sud. C'est sa première visite d'État dans le pays depuis 21 ans. Mercredi, il y a critiqué la domination des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alpha Baldé, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, toujours un plaisir. Saïd, merci également. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.